qu'il y a des religions qui sont constamment persécutées, selon moi. Ah, bien sûr, ce n'est que mon humble opinion, c'est la religion catholique et les juifs. Et bizarrement, dans des entreprises comme Disney, c'est toujours les Blancs qui sont exclus. Oh, c'est pas vrai. Je vais te donner l'exemple de La Petite Sirène et je vais te donner un exemple très court, et après je te laisse bien sûr donner ton opinion. Blanche-Neige qui sort le mois prochain au cinéma. Une latino, métisse, c'est très compliqué d'être un homme blanc et de passer à la radio aujourd'hui. Quand tu écoutes la radio, moi par exemple je suis chanteur, quand tu écoutes la radio en 2025 en France, il n'y a quasiment que des rappeurs. Le monde hétéro m'impose son dogme, m'impose sa vision linéaire. Ils sont en majorité, hein, tu le sais. Hein. Bonjour Bruno Monroe. Bonjour. Comment ça va Bruno Monroe? Très bien Sam. T'as des dents. Mais mon Dieu, je me vois dedans. Attends, fais voir juste si ma mèche elle est bien mise. Voilà. Ah non, mais t'as des dents, mais c'est incroyable à quel point elles sont white. J'ai passé ma vie à me brosser les dents. Oh. 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 Oui, ok, c'est des facettes. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est joli, quoi. Ouais. C'est joli. C'est quelque chose que tu voulais? Ouais, c'est un investissement, mine de rien. Ça coûte cher, mais j'avais envie. J'ai toujours rêvé d'avoir le sourire de Mariah Carey et un jour, je me le suis offert. Tu t'es offert le sourire de Mariah Carey. Ça coûte combien de s'offrir le sourire de Mariah Carey? À peu près. Alors, j'ai une réduction, mais c'est à peu près 700 et quelques euros là-dedans. J'en ai 32. Donc, c'est un sacré budget, mine de rien. Ah, t'as fait la totale bouche? J'ai tout fait en haut et en bas. Parce qu'il y a des gens qui font que en haut. Et après, il y a une différence de couleur. Ah oui, donc t'en as pour 25 000 euros, quoi, à peu près. À peu près, c'est le prix d'une petite voiture, ouais. Ouais, mais par contre, si t'en as une qui se casse, t'es obligé de la remettre et de repayer à chaque fois. Ben non, parce que j'ai fait une assurance, en fait. J'ai fait une assurance en cas d'accident. Tu sais, par exemple, comme je suis toujours sur scène, si je chante, qu'il y a un problème avec le micro, que je tombe ou que je me fais agresser ou j'en sais rien, des choses qui peuvent arriver dans la vie, et ben du coup, mon assurance reprend. Fais doucement quand tu fais ce geste. Ah non, comme ça. Si j'ai un problème avec le micro. Bruno Monroe, t'as participé, et c'était en 2006, c'est pas fait pour nous rajeunir, hein, à la Nouvelle Star saison 4, t'étais arrivé jusqu'en finale face à Christophe Willem, mais t'as aussi interprété un titre, je me souviens, aux côtés de Johnny Hallyday. Oui. C'était toute la musique que j'aime. Oui. Et on t'a vu également dans Les Anges 4, Club Hawaï. Ouais. C'était impressionnant de chanter avec Johnny. Ben écoutez, Johnny Hallyday, c'était l'idole de mon père. Alors pour moi, c'était une belle réussite dans ma vie parce que tu sais, moi je viens de nulle part, je viens pas d'une famille riche. Mes parents ont bossé toute leur vie pour avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que déjà de me retrouver à la Nouvelle Star, c'était déjà une réussite pour moi dans ma vie. Et de pouvoir chanter avec l'idole de mon père, toute la musique que j'aime, c'était à l'avant-première du film Jean-Philippe à Paris. C'était une grande victoire pour moi. À l'époque, je pense que je ne me rendais pas compte de qui était Johnny Hallyday. Donc je savais que c'était le chanteur favori de mon père, je savais que c'était une grande icône française, mais je ne savais pas l'importance, la légende qu'il est. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, on a beau se plaindre quand même, j'ai vécu des belles choses dans ma vie. La Nouvelle Star aussi, c'était une émission légende, oui. Une émission qui nous a bercé, une émission qui cartonnait sur M6. Est-ce que vous êtes devenus, même si vous avez fait les participants des saisons différentes, est-ce que vous êtes devenus une famille Nouvelle Star? Oui, je pense qu'on est vraiment devenu une famille. Moi, à titre personnel, je vois toujours Myriam Abel, on fait énormément de concerts ensemble. C'est vraiment une famille. Là, on s'est retrouvés pour les 20 ans de la Nouvelle Star et de revoir toutes ces personnes qui ont marqué la musique française et qui viennent de Nouvelle Star. Je pense à Mel Bent, à Camélia Jordana, à Julien Doré, à Christophe Willem. C'est des icônes, c'est des gens qui viennent tous de Nouvelle Star. Donc, de se retrouver, on se dit, voilà, on a tous commencé à la même école, c'est une famille. C'est quelque chose d'indescriptible, de magique. Amel Bent, t'as des news? Non, ça fait longtemps. Depuis le Prime, j'ai pas de nouvelles. Non. Mais je sais pas ce qu'elle est devenue. Apparemment, elle va revenir, mais je suis pas sûr. Thierry Amiel aussi, c'est un candidat participant emblématique. Il était avec moi et Steve Estatoff aussi, il était avec moi sur le Prime. Des gens extraordinaires. J'aime beaucoup quand Thierry Amiel chante les mots bleus. T'as accordé une interview, Bruno Monroe, aux médias Valeurs Actuelles, une interview qui a beaucoup fait parler. Oui. Lorsque tu es venu sur Aja, on en a parlé également brièvement. Oui. Je vais pouvoir te questionner beaucoup plus en profondeur cette fois-ci. On peut lire dans les commentaires, alors tu reçois beaucoup de soutien.
Oui. Énormément de soutien de personnes qui disent merci, bravo, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui dit ce que beaucoup n'osent pas dire, ce qu'on n'a pas le courage de dire sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'est aussi beaucoup décrié. On peut lire cette interview est surréaliste. Le mec se dit conservateur. 2 minutes après, il est très féministe. Sans ses luttes progressistes LGBT, il ne pourrait pas se balader à coutrer ainsi dans la rue ou dans l'église. On ne peut pas être un homme qualifié drag queen ultra maquillé et se dire ultra conservateur et anti-wokiste. Qu'est-ce que tu souhaites répondre? Que je réfute tout ce que tu viens de dire, si je permets de donner mon opinion. Moi, je suis un homme avec des valeurs conservatrices. Je suis catholique, je vais à l'église, je n'ai rien d'une drag queen. Mon look est lié exclusivement à mon art. Je suis artiste depuis plus de 20 ans, auteur-compositeur à la SACEM de Paris. Donc mon look, ce n'est pas du drag, c'est un look artistique, puisque mes références masculines sont Boy George, David Bowie, donc c'est des mecs très féminins. Mais c'est Très des mecs... androgyne. Exactement. Moi, à titre personnel, même pour Halloween, j'ai jamais mis une mini-jupe ou une robe, jamais j'ai porté de talons aiguilles. Pour rien au monde, je voudrais être une fille. Mais ça te vexe que certains te voient comme une drag queen ou disent mais comment il se permet de critiquer les drags alors qu'il a un look atypique? Alors, j'ai jamais critiqué les drags, j'ai critiqué la scène du repas du Christ aux Jeux Olympiques. Donc déjà, faut remettre les choses en place. Et de deux, écoute, la liberté d'expression, je pense que quand on est de notoriété publique, les gens ont le droit d'avoir un avis sur toi. Si les gens disent ce qu'ils veulent, moi je ne lis pas les commentaires négatifs et je garde le positif. J'ai reçu énormément de soutien, énormément d'amour et mon apparence m'appartient. C'est mon look, c'est ma vie, c'est mon métier. Est-ce que tu as l'impression, Bruno Monroe, d'avoir été utilisé en tant que bi au look considéré atypique par le média à l'heure actuelle pour leur servir? Un petit peu comme le parti d'Éric Zemmour Reconquête s'était peut-être servi de Tanguy David, un homme noir, au sein de leur parti. Pas du tout. Alors figure-toi que Valeurs Actuelles ont été respectueux avec moi. Je valide le documentaire à 100%. Je ne retire aucun propos. C'était mûrement réfléchi et c'était d'un accord en accord. Ils ont été très respectueux avec moi. On a parlé justement. Quand je les ai au téléphone, je leur ai dit, écoute, moi, ma démarche est très honnête et très sincère. C'est juste de dire, voilà, je veux casser ce mythe que les gays, les bi, les LGBT sont forcément tous d'extrême gauche et qui votent tous à LFI. Moi, je suis un homme de droite, je suis bisexuel, j'ai un look extravagant qui fait partie de ma personnalité et qui m'a apporté une certaine notoriété que j'entretiens. Et je voulais dire qu'on pouvait être homo ou gay ou bi, c'est mon cas, je suis bisexuel, et voter à droite et être un militant pour l'union des droites. Je n'appartiens à aucun parti, mais je suis un homme de droite. Et tu dis dans cette interview que tu as accordée à Valeurs Actuelles, je suis conservateur, oui, à l'opposé de mon apparence. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un style, il y a un look à avoir, un petit peu comme si l'habit faisait le moine quand on est conservateur? Non, tu sais, Marilyn Monroe disait il y a Marilyn et il y a Monroe. Je m'appelle Bruno Monroe, c'est exactement le même principe. Au quotidien, je ne me maquille pas. Je suis quelqu'un de très simple, je suis quelqu'un de très ordinaire. Je vais à la messe tous les dimanches, je me confesse une fois par semaine. Je suis le garçon le plus invisible de la planète. Et quand je viens sur un plateau télé et quand je fais une télé-réalité, je me suis créé un personnage qui me protège, qui est fou, qui est grande gueule, mais qui est juste un personnage qui m'a permis d'être médiatique pendant plus de 20 ans et de pouvoir assumer des propos qui sont les miens, des causes qui sont les miennes, entre autres le fait d'être un homme de droite. Pourquoi tu dis, Bruno, il n'y a pas de honte à être français, il n'y a pas de honte à être de droite? Parce que dans notre société, maintenant, il faut demander pardon d'être un homme. Il faut demander pardon d'être blanc. Il faut demander pardon d'être français. Il faut demander pardon de voter à droite. Et encore, quand je dis droite, c'est droite. Encore une fois, je n'appartiens à aucun parti. Il faut demander pardon pour tout. Moi, je suis conservateur, je le dis tout le temps, mais c'est hyper important. Je prône les valeurs traditionnelles, de l'amour, de la fidélité. Ma vision de l'amour, par exemple, entre deux hommes, n'est pas la vision de tous les LGBT. Ce n'est pas que je crache dans la cause, ce n'est pas que j'humilie les drag queens, c'est que je ne pense pas comme elles.
Et il faut respecter ma manière de voir les choses. Eh ben, je vais te questionner sur ta vision de voir l'amour entre deux hommes, par exemple, vu que c'est toi qui l'initie. Mais juste avant, j'aimerais creuser un petit peu ce que tu viens de dire et te demander qu'est-ce qui te fait croire qu'il faudrait demander pardon d'être français, pardon d'être blanc, pardon d'être un homme. Moi, je n'ai pas cette sensation-là. Comment tu l'expliques? On n'a peut-être pas tous le même vécu. Moi, Bien ça sûr. vient de mon vécu, de mon expérience de vie, de ce que je regarde autour de moi au jour d'aujourd'hui. Moi qui aime la France, qui suis français. Tu sais, il y a un thème qu'on aborde trop peu et que j'aimerais aborder. C'est le racisme anti-blanc. Moi, je suis un petit peu fatiguée de voir dans tous les médias, dès que tu dis « je suis un homme, je suis blanc », encore une fois, c'est déjà scandaleux. Déjà, tu es traité de raciste parce que tu es blanc. Je veux dire, par exemple, je vais te donner un exemple tout con. Les Blacks sont fiers d'être Blacks. Ils sont fiers de leur culture, de leur musique, de leurs idoles. Tu peux dire noir, hein. Oh, j'ai jamais utilisé ce terme. J'ai toujours dit Black. Mais pourtant, c'est pas un terme, c'est une couleur et c'est factuel. Oui, mais Black, c'est plus américain, puis c'est plus moi. Bon, si tu m'en veux pas. Non, mais je me permets de te dire ça parce que certains pensent que beaucoup ont peur d'utiliser le mot noir parce qu'il aurait une connotation négative, alors qu'en vrai, noir n'a pas de connotation négative, moi, j'ai comme peur de blanc rien. n'a pas de connotation négative. On est d'accord, on est d'accord. Et c'est là que je veux en arriver. C'est-à-dire que nous, petits Européens, petits hommes blancs, on devrait avoir cette fierté que les Blacks ont. C'est-à-dire, soyons fiers d'être blancs, soyons fiers de nos racines chrétiennes en France, combien même c'est un pays laïque. Souvenons-nous que dans tous les petits villages et dans toutes les grandes villes de France, il y a une église et il y a des croix. Et oui, c'est un pays laïque, mais nous n'effaçons pas notre passé. N'ayons pas peur d'avoir un passé. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas réécrire l'histoire. On peut s'améliorer par rapport à l'avenir, mais le passé, on n'a pas à payer pour les péchés de nos ancêtres ou de nos parents. Est-ce que tu regrettes que la France soit devenue un pays laïque? Tu aurais préféré que la France reste un pays chrétien? Pas forcément. C'est pas la laïcité qui me dérange, c'est le fait qu'on m'impose des choses. Mais qu'est-ce qu'on t'impose? Qui t'impose quoi? Tout, je vais t'expliquer. Oui. Il y a des religions, je vais te donner deux exemples. Il y a des religions qui sont constamment persécutées, selon moi. Ah, bien sûr, hein, ce n'est que mon humble opinion, c'est la religion catholique et les juifs. 80% de mon entourage est constitué de personnes de confession juive. Raison pour laquelle j'ai toujours défendu Israël. Et raison pour laquelle j'ai toujours défendu cette religion, parce que c'est des personnes qui, toute ma vie, m'ont donné l'opportunité d'être celui que je suis aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, de travailler, de chanter, de faire des télévisions, etc. Donc je leur dois fidélité et respect. Tu comprends? D'un autre côté, quand je te dis que je n'aime pas qu'on m'impose des choses, c'est par exemple, je vais te donner 2-3 exemples tout cons, des codes vestimentaires, une alimentation, etc., etc., etc. Mais qui t'impose quoi comme code vestimentaire ou comme alimentation? Moi, on m'impose rien. Écoute, il y a des sujets, tu sais, je ne suis pas un homme politique, mais les gens comprendront ce que je dis. Mais oui, mais moi je te pose des questions parce que justement j'ai besoin de lire entre les lignes. Je te comprends, je ne venir. veux juste pas être sectaire et pointer du doigt une certaine communauté. Mes propos sont très clairs en fait. Je n'aime pas qu'on m'impose des codes vestimentaires ou une alimentation ou une religion. C'est-à-dire qu'on est dans un pays laïque. Bruno, tes propos ne sont pas clairs. Parce que tu dis, je ne veux pas qu'on m'impose un vêtement, je ne veux pas qu'on m'impose une alimentation, mais tu ne dis pas qu'est-ce qui te fait dire ça. C'est donc pas clair. C'est très clair. Crois-moi que toutes les personnes vont comprendre. Non, tu laisses sous-entendre une pensée que tu as dans ton fort intérieur, mais tu ne la verbalises pas clairement. Ah, je pense que c'est clair. En fait, je ne suis pas un homme politique, donc je n'ai pas à rentrer dans ce genre de détails, mais tu comprends ce que je veux dire. Ok, est-ce que moi je peux te répondre? Oui. Ok, on parle calmement, on a le droit d'avoir une perception de notre société, de la vie différente, et on est là pour s'écouter aussi. Moi, je pense que, ce n'est que mon avis, que la religion la plus persécutée en France, c'est l'islam. En France? Ouais, pourtant je suis né juif, Bruno Monro. Mon père est juif, ma mère est catholique, elle s'est convertie parce qu'à l'époque, avant de nous avoir, mes grands-parents obligés, contraignaient ma mère. Tu vois, ça pour le coup, c'est ce que j'appelle, et pourtant ce sont mes grands-parents et je les ai aimés. Hein. Mais ça, c'est ce que j'appelle quelque chose de très sectaire, d'obliger une femme amoureuse à se convertir pour pouvoir avoir des enfants en lui faisant comprendre que sinon, elle ne pourrait pas accéder à cet amour avec leur fils. À l'époque, c'était comme ça. Ouais. Peut-être que c'est encore comme ça aujourd'hui dans certaines familles, mais tu vois, ça, je trouve que c'est sectaire, même si c'est ma propre famille, et je suis totalement contre. Mais si je regarde la société aujourd'hui, ceux sur qui notre société tape tout le temps, et la religion sur laquelle notre société tape tout le temps, je trouve,
avec ma perception que c'est l'islam et que c'est les musulmans. Je regarde par exemple comment ça se passe en Angleterre. Moi, je kiffe aller en Angleterre. Je vais beaucoup à Londres. Mais là-bas, les actrices dans les comédies musicales, les chanteuses, elles ont leur voile. Ça pose un problème à personne. En France, ça pose un problème à beaucoup. Parce que c'est un pays laïque. Mais toi, tu es contre qu'on t'impose un vêtement, tu es contre qu'on t'impose une alimentation. Mais moi, j'impose rien. Mais pourquoi pas respecter aussi le choix de tierces personnes? Mais dis-moi, Sam, est-ce qu'une fois, depuis que tu me connais, est-ce qu'une fois tu m'as vu insulter une religion ou une couleur de peau ou quoi ou qui que ce soit? Non. Par contre, je mets en avant le droit d'exister. En tant que catholique, en tant que juif, en tant qu'homme blanc. Mais pourquoi tu parles que des catholiques et des juifs? Parce que c'est moi. Je ne vais pas parler au nom d'une religion qui n'est pas la mienne, que je ne connais pas plus que ça. Mais moi, je vais te dire, j'aime autant les juifs que les musulmans, que les chrétiens, que les asiatiques. Mais ça, c'est autre chose, oui. Par contre, moi, j'aime pas tout le monde. Tout le monde ne m'aime pas. Que les bouddhistes, c'est l'amour de l'être humain, en fait, et pas l'amour d'une religion ou l'amour... Qui t'a dit le contraire? Quand je te dis je n'aime pas tout le monde, c'est parce que moi, je suis de notoriété publique. À chaque fois que je me fais attaquer dans les réseaux sociaux, et ça, tu peux me l'accorder, c'est toujours la communauté LGBTQ+, qui vient m'attaquer. Depuis mes débuts, depuis la Nouvelle Star, j'ai jamais été soutenu par cette communauté. Ah, mais il y a de l'homophobie chez les gays. Et aujourd'hui, elle me taxe de ne pas les défendre. Je vais t'expliquer quelque chose. Oui. De toute ma vie, j'ai fait une Gay Pride. J'ai chanté à une Gay Pride pour une association pour aider la cause. Il n'y a pas de mal. Encore aujourd'hui, on me dit « Oui, mais tu n'as même pas le droit de nous critiquer parce que tu chantes à la Gay Pride. » J'ai chanté pour une association, d'accord? Pour 0 centime d'euro, pour aider la cause. D'accord, chose que je ne fais jamais. Donc, ils n'ont pas à me taxer de... Moi, je ne suis pas le représentant des LGBTQ+, en son intégralité. Je représente une partie des LGBTQ+, qui s'identifie à moi, et voilà, merci à eux. Mais je ne suis pas d'accord sur plusieurs sujets en ce qui les concerne. Par exemple, alors je sais que c'est très tabou, et j'espère ne vexer personne, mais il y a une partie des LGBT, une partie, je précise bien, qui défile aux côtés de drapeaux et de personnes pro-Hamas. Tu comprends? En sachant que dans leur pays, ils détestent les homosexuels. Et les homosexuels se font massacrer dans leur pays. Donc ce pourcentage d'LGBT qui défile aux côtés des assassins du 7 octobre... Parce qu'ils sont contre les meurtres d'enfants, parce qu'ils sont contre le génocide auquel on a assisté. On est d'accord. Laisse-moi juste terminer. Ces gens-là qui défilent aux côtés de drapeaux et de personnes pro-Hamas, donc des assassins du 7 octobre en Israël, défilent en vérité aux côtés de leurs bourreaux. Est-ce que c'est entendable? Est-ce que tu peux comprendre que Mais le peuple palestinien n'est pas le bourreau de ces LGBT qui défilent. Je ne parle pas du peuple palestinien. Mais parce que c'est eux qui défendent. Non, je te parle des gens qui sont pro-Hamas. Et tu sais, mais qui défile? Qui est pro-Hamas? Qui défile pro-Hamas? Il y a énormément de personnes. Moi j'ai vu des gens qui défilaient justement pour dire leur colère par rapport à ce qui se passe en Palestine. Parce que tu es un homme, excuse-moi de te couper parce que c'est mal élevé, tu es un homme de gauche avec des idées de gauche, donc vous voyez que ce que vous voulez voir. Non, tu ne le sais pas. Je le présume en tout cas. Tu le présumes, mais tu ne le sais pas. Non, je ne le sais pas, mais je le présume. En tout cas, tes idées sont très de gauche. Ça n'engage que moi, mais c'est pas une critique. Elles sont humaines. La gauche n'a pas le monopole de l'humanité. Mais je ne suis pas forcément de gauche. Je suis un homme de droite. Il faut comprendre que dans une guerre, il y a deux côtés, que moi, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour la mort, je ne suis pas pour la division. Simplement, en tant que membre LGBT, moi aussi, je représente une partie des gens qui étaient choqués de voir le drapeau gay aux côtés de drapeaux, qui sont fiers d'avoir massacré, d'avoir tué, pour le coup, je reprends tes mots, des enfants israéliens à la main. Tu vois, moi, je ne peux pas m'associer à ça. Moi, ça me vexe, je ne peux pas m'associer à ça. Tu comprends? Que Dieu me pardonne, mais je ne peux pas m'associer à ça. Je respecte les pro-palestiniens, mais on peut aussi respecter ceux qui défendent Israël. On peut respecter aussi l'humain, tout simplement. Les deux, on est d'accord. La vie. On est d'accord. La vie humaine. Tu vois, on se rejoint. Je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu dis ce que je viens de te dire, tu es insulté de partout? Je t'insulte pas, moi. Toi, non, parce que tu es un garçon intelligent. Je te pose des questions. Mais je sais déjà ce qu'il va avoir. Je sais la répercussion que les mots que je suis en train de te dire vont avoir. Mais il faut que tu comprennes que tout le monde ne pense pas pareil. Je n'ai pas la prétention de t'apprendre quoi que ce soit, mais moi, quand je parle des LGBT, je ne parle jamais au nom de tout le monde. Je parle parce qu'on est divisé entre nous.
On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes valeurs. On n'est pas tous pour le mariage entre deux hommes. C'est mon cas. Moi, je ne suis pas forcément pour le mariage entre deux hommes. On n'est pas tous pour la GPA ou le fait de pouvoir adopter des enfants comme on achète un sac à main. Je ne suis pas pour ça, parce que pour moi, une mère, c'est important dans la vie d'un enfant, et un père aussi. Je trouve que pour l'équilibre... Et encore une fois, je ne dis pas ça pour diviser. Je dis ça... C'est ton opinion. C'est mon opinion. Ce n'est pas pour cracher dans la communauté. Je ne vais pas à l'encontre de leur combat. Mais par contre, respectez-moi de ne pas penser comme vous. Ok. Alors, j'ai une vidéo à te montrer. Je vais te montrer un extrait vidéo d'une intervention de Mathieu Séchin, qui a fait L'amour est dans le pré. Je sais que tu aimes bien l'émission L'amour est dans le pré, qui est devenu papa de son petit Ezio, qui est magnifique. Très mignon. Il est devenu papa par GPA. Et il explique dans cet extrait vidéo, c'était lors d'un sujet pour Aja, que lui, il se considère comme un pama. Il est un papa, tu vois, j'ai pas fait exprès, et une maman, pama. Je te propose d'écouter. D'accord. J'aime le terme de pama. Papa, maman. J'ai ce rôle de papa et de maman en même temps. Et qu'on n'est peut-être pas obligé d'avoir et la maman et le papa, parce que finalement, un enfant, quand il naît, il ne sait pas qu'il va être élevé par un papa et une maman. Il a juste besoin de sécurité et d'amour. Et c'est tout ce dont il a besoin. Je suis depuis hier 62e process de GPA que j'aide à enclencher pour d'autres papas. Donc, je suis si tu veux, à l'initiative de 62 futures familles, dont 4 sont déjà nés, petits. Question, tu trouves ça bien, personnellement? Bon, c'est pas à moi de poser des questions, mais... Non, mais tu as le droit, bien sûr, de me poser une question. Une interview, c'est un échange aussi. Chacun sur cette planète fait ce qu'il veut de son corps, de son ventre, qu'il dispose de son corps comme il le souhaite. Et je pense qu'on n'est personne pour refuser à une femme de prêter son ventre à quelqu'un qui en a besoin, parce que concernant l'histoire de Mathieu Séchin, que je connais pour le coup très bien, on est dans une GPA dite éthique. La femme en Colombie qui lui a offert cet enfant est une institutrice, est mariée avec un homme qui a une carrière aussi, une belle carrière en Colombie. Ils ont 3 enfants, si je ne me trompe pas, et son rêve était un jour de pouvoir faire ce cadeau à quelqu'un. Alors oui, c'est en échange d'argent, bien évidemment, et comme le dit Mathieu, là ce ne sont pas mes propos, ce sont les siens, heureusement que c'est rémunéré, parce que sinon on lui dirait qu'il exploiterait le ventre de quelqu'un d'autre. Et je pense que si cette femme l'a décidé, on ne peut pas lui retirer ce droit-là. Voilà, tu m'as posé la question. Bien sûr, c'est ton opinion, bien sûr. C'est ton opinion et je la respecte. Je n'ai pas la science infuse, tu sais, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale et pour dire que ma vérité est la vérité. Je suis là pour exposer une autre vérité, qui est la mienne. Mais toi, pour le coup, ça te gêne, tu n'es pas d'accord avec moi. C'est pas que ça me gêne, c'est sa vie. Honnêtement, c'est pas que ça me gêne, c'est sa vie. C'est sa vie, donc il a le droit de le faire. Dans ma vision, dans mon monde, dans ma vie, qui n'inclut que moi, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Moi, je n'imagine pas ma vie si je n'avais pas eu un équilibre. La féminité, c'est important. La masculinité, c'est important. Le yin et le yang, c'est hyper important. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je ne cautionne pas ça. Mais je ne vais pas cracher dessus. Je ne vais pas lui souhaiter du malheur. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis contre. C'est mon opinion. Qu'est-ce que tu fais des enfants qui naissent dans des couples hétéros, parce qu'on est dans un monde hétérocentré et qui, pour le coup, ont une très mauvaise enfance parce que le père est absent, la mère est absente, la mère a abandonné, le père a abandonné, le père est violent, la mère est violente. Pourtant, ils ont leurs 2 parents. Est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce que le fait d'être avec 2 papas et 2 mamans, ça ne peut pas arriver? C'est exactement la même chose. Je pense qu'on a tous une vie, qu'on a tous... Moi, je crois au destin, je crois au karma. Je crois à la justice divine, je crois en beaucoup de choses, je suis quelqu'un de très spirituel et je pense que si tu es né pour vivre certaines choses, c'est que plus tard, tu vas trouver un sens à ces choses. Et malheureusement, quand on vient au monde, on peut avoir un bon père, on peut avoir une bonne mère ou pas, et c'est valable pour tous les couples. Je ne dis pas que les couples homosexuels sont des mauvais parents, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que ce n'est pas ma conception de la vie. Donc un homo ne peut pas avoir d'enfant pour toi? Il peut. C'est son droit, mais ce n'est pas ma vision du monde. Mais toi, tu penses qu'un homosexuel ne devrait pas donc avoir d'enfant, selon toi? Je ne suis personne pour dire qui devrait ou pas. Par contre, je ne cautionne pas. C'est-à-dire que moi, en tant que catholique, en tant que bisexuel,
bisexuel, tu vois, regarde, je vais te donner mon exemple très simple. Oui. Regarde, moi, je suis bisexuel. Donc, j'ai 50% de chance de finir ma vie avec une fille et 50% de chance de finir ma vie avec un garçon. Je me suis toujours dit, si tu finis ta vie avec un garçon, comme je suis contre le mariage gay, je jette pas la pierre, mais je ne le veux pas pour moi, je ne me marierai pas. Et si je dois avoir un enfant, ça sera exclusivement avec une femme. Parce qu'encore une fois, c'est ma vision du monde, tu comprends? C'est-à-dire que si je finis ma vie avec un garçon, je ne voudrais pas d'enfant et je ne voudrais pas me marier. Si je finis ma vie avec une femme, je voudrais me marier et je voudrais avoir des enfants. C'est très simple en fait. Tu connais Paris Hilton? Oh, j'adore. C'est une icône. Je sais, elle a fait une GPA aussi. Pop culture. Paris Hilton, elle a choisi de faire appel à une mère porteuse. Elle ne souhaitait pas porter son deuxième enfant. Ça te gêne ou ça te gêne moins que Mathieu Séchin? J'ai rien contre Mathieu, mais ça me gêne moins pour la simple et bonne raison que c'est une femme qui est mariée à un homme. Donc, je pars du principe que son enfant aura forcément un équilibre différent. Pourtant, elle a fait la même chose, c'est le même procédé. Ah oui, mais je ne valide pas, c'est pas ma vision des choses. Mais je pense qu'encore une fois, pour moi, dans ma vision des choses, c'est l'équilibre mental de l'enfant qui est important. Le fait d'avoir un père et le fait d'avoir une mère. Donc tu es plutôt de l'avis de Marion Maréchal, par exemple, qui a commenté une photo du célèbre designer de la marque Jacquemus, Oui, donc Simon porte Jacquemus, et sous sa photo, avec ce que je trouve, on est dans une interview un peu d'opinion, donc je trouve que c'est d'une violence extrême ce qu'elle a fait, elle a mis « Où est la maman ?» Elle a le droit de poser cette question, moi ça me choque pas. Mais je respecte, je comprends ton ressenti, mais je vais pas... Bah oui, où est la maman? Parce que l'enfant, il vient de quelque part. Mais pourquoi elle ne le met pas sous la vidéo de Paris Hilton? Est-ce que c'est parce que Paris Hilton, elle est hétéro? Non, parce que peut-être qu'elle ne suit pas Paris Hilton. Moi, je suis Paris Hilton, donc je savais qu'elle avait fait une GPA. Je ne crache pas sur les gens qui font des GPA. C'est juste pas mon mode de vie. Je le veux pas pour ma vie. Ouais, toi, mais j'ai l'impression, c'est ma vision, Bruno, j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup cachent leur homophobie derrière ce type de commentaires. Typiquement, j'ai pas vu Marion Maréchal faire ce post où est la maman ou pourquoi avoir pris le ventre d'une autre maman sous le post d'une Paris Hilton. Par contre, elle le fait sous Simon porte Jacquemus. Et j'ai l'impression, si un jour j'ai l'opportunité d'interviewer, je lui poserai la question, je n'aurai pas de mal à ça, mais j'ai l'impression que ça cache une certaine forme d'homophobie, de non-compréhension, de non-validation de deux personnes de même sexe, tout simplement, qui ont la même orientation. Parce qu'on évolue dans un monde hyper hétéro, où la norme, c'est l'hétérosexualité. Et ce sont ces mêmes hétéros conservateurs qui voient en l'empathie que peuvent avoir d'autres personnes, ou la tolérance, mais c'est pas le mot, du wokisme. Typiquement, tu parlais de la cérémonie des JO. Oui. Voilà. Il y a une chanteuse, une extraordinaire chanteuse d'opéra qui a interprété un hymne très important. J'ai adoré. Une chanteuse Black. noire. Adorable. Voilà. Et ben on a lu, ah, dis donc, ça devient wokisme, maintenant c'est une chanteuse noire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même être noir, c'est du wokisme. C'est-à-dire être un individu, être une personne, un être humain avec un cœur qui bat, qui chante comme n'importe quel autre, ça devient du wokisme. Moi, ça me fait peur. Oui, mais bon, malheureusement, tu sais, Sam, il y a des idiots de partout. Moi, j'ai adoré la performance, j'ai adoré la voix, je trouvais que c'était très beau, que c'était très esthétique. Tu vois, il y a des choses qui me choquent pas. Quand c'est bien, c'est bien. Il y a des choses qui me choquent. Moi, encore une fois, pour revenir sur les JO, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. C'est que déjà, j'ai tendance à dire que je suis anti-woke. Pourquoi? Parce que le wokisme, quand tu regardes encore une fois sur Google, c'est une idéologie progressiste, inclusive, on va dire, pour faire très court. Il y a énormément de définitions, mais pour faire très court, pour que les personnes comprennent. Écrite par des racistes et des homophobes, cette définition, selon moi. C'est Google, hein. Tu sais pourquoi? Parce que moi, avant de venir, je me suis dit, ils vont me poser les questions, je suis allé sur Google. Donc, c'est pas ma définition du wokisme, c'est la définition officielle sur Google. Ok, et ben, une autre définition, moi, que je vais te dire et que j'ai aussi trouvé sur Google. Des années 60. Sur Google, ça veut dire éveillé. King. Oui, je sais. Mais je sais toute l'histoire. Hein. Tu sais, Luther King, les années 60, etc. Je sais d'où ça vient. Par contre, tu sais, qui dit inclusion dit forcément exclusion. Alors, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Disney. Et tu vois, j'en ai un petit peu marre
de voir cette entreprise qui ressemble plutôt au Titanic, c'est-à-dire qu'elle perd des millions et des millions à cause de cette idéologie wokiste qui consiste à dénaturer les Disney, par exemple, de notre enfance. Je vais te donner 2 exemples très courts pour que tu comprennes pourquoi les gens sont fatigués et pourquoi je te parle de racisme anti-blanc. La Petite Sirène, par exemple. Tu vois, moi, c'était mon Disney préféré. C'est sorti en 1989. Eh bien, les gens se sont tous... sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à insulter tous les blancs parce qu'on était choqués que la Petite Sirène ne ressemble pas à la Petite Sirène de notre enfance. Parce qu'il y a eu beaucoup de ça n'avait rien à voir avec la couleur de peau, je te promets que non. Mais si, ça a généré plein de commentaires racistes. Pour moi, en tout cas, dans ma vision du monde, c'est, voilà, pour inclure, tu es obligé d'exclure. Et bizarrement, dans des entreprises comme Disney, c'est toujours les Blancs qui sont exclus. Oh, c'est pas vrai. Je vais te donner l'exemple de La Petite Sirène et je vais te donner un exemple très court et après je te laisse bien sûr donner ton opinion. Blanche-Neige qui sort le mois prochain au cinéma. Une latino, métisse. Je te rappelle juste que c'était le premier Disney. Ce n'est pas question de couleur de peau, c'est toujours d'exclure l'homme blanc de tous les Disney, de la musique, de l'industrie, du divertissement, de le traiter de racisme parce qu'il dit juste homme blanc. Voilà, là on va avoir une Blanche-Neige. La définition c'était lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'Éden, teint blanc comme la neige, Blanche-Neige. Maintenant, nouveau film, on te dit maintenant, mais c'est que Blanche-Neige, c'est parce qu'elle était pure comme la neige. Mais non, la définition, c'était teint blanc comme la neige, Blanche-Neige. Donc pour moi, ça, c'est pas de l'inclusion. Pour moi, ça, c'est une idéologie progressiste wokiste qui consiste toujours à pénaliser l'homme blanc parce qu'il dérange, parce qu'on doit payer une dette que je ne sais pas de qui elle est, mais moi, je ne paye pas la dette de mes ancêtres, ni de mes parents. Si j'ai fait du mal à qui que ce soit, moi je vis en 2025, je ne vis pas dans les années 30, donc c'est pas à moi de payer. Et oui, je suis choquée de voir les princesses de mon enfance complètement modifiées, parce qu'elles ne représentent plus... Parce qu'en fait, en tant qu'adulte, en tant que Peter Pan pour le coup, quand je vois une petite sirène qui ne ressemble plus à la petite sirène de mon enfance, j'ai l'impression que cette enfance n'a plus existé et je perds mon âme d'enfant. Je perds cette magie que j'avais pour Disney. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu es en train de dire. Ça me touche même ce que tu es en train de dire parce que en fait, je pense à toutes ces petites filles noires qui n'ont jamais eu de représentation, qui ne se sont jamais senties représentées à la télévision, elles en avaient. Au cinéma, très peu, Bruno. Disney, ils en avaient. La princesse et la grenouille. Mais Bruno... Tout le monde était représenté chez Disney. Bruno, très peu. Soyons honnêtes, factuellement, très peu. Moi. Et ça me fait de la peine pour ces petites filles noires. Oui, je comprends. Qui ont dû se prendre toute cette vague de haine et de racisme sur les réseaux sociaux au moment de cet exemple que tu viens de donner, qui est la sortie de la petite sirène noire. Parce qu'au final, moi, je vois juste, tout simplement, une industrie qui s'appelle Disney, qui essaie non pas de remplacer, non pas de faire évoluer, mais qui essaie juste de représenter tout le monde. Et pour moi, ça s'appelle un remake. La petite sirène, je vais même te dire, la petite sirène, si demain, ils ont envie de faire une petite sirène trans, je n'ai aucun problème avec ça, parce que je ne me sens pas en danger. Je ne sens pas que la société, elle est en danger pour ça. C'est ce qu'on appelle de l'art, de la fiction. De l'exclusion. Non, c'est une réinterprétation. C'est une réinterprétation. Il y a différentes façons d'interpréter des personnages, une histoire. Le théâtre, dans notre histoire, nous l'a montré et l'a fait des dizaines et des dizaines de fois. Permets-moi de te rappeler qu'à l'époque, les rôles des hommes étaient joués par des femmes. Parce que... Oui. Non, oui, merci. Les rôles des femmes étaient joués par des hommes parce que les femmes n'avaient pas accès au théâtre. Les femmes ne pouvaient pas être actrices de théâtre. Oui, je sais. À l'époque, les personnes noires n'avaient pas le droit d'être comédiens. Les blancs étaient grimés en noir. Ça s'appelle de l'exclusion. Oui, sauf que maintenant, l'exclusion est de l'autre côté, ça. Je trouve pas. Ben moi, je te le dis. Moi, j'entends ce que tu dis et ça me touche. Crois-moi, j'entends ce que tu dis, je le valide et ça me touche. Simplement, au jour d'aujourd'hui, c'est l'exclusion à l'envers. C'est très compliqué d'être un homme blanc et de passer à la radio aujourd'hui. Quand tu écoutes la radio, moi par exemple, je suis chanteur. Quand tu écoutes la radio en 2025 en France, il n'y a quasiment que des rappeurs. Il y a quasiment que... Et les chanteurs blancs nouvelle génération, à part ceux qui viennent de gagner par exemple la Star Academy qui cartonnent tous les deux,
Il n'y en a pas tant que ça. À chaque Marine fois, et Pierre Garnier. exactement. À chaque fois, tu entends que des vieux chanteurs comme Lara Fabian, etc. Bon, je l'adore, hein, mais bon, c'est une vieille chanteuse maintenant, on est d'accord. Et c'est ça que les gens ne voient pas. C'est que moi, je respecte l'histoire, la religion, le passé de tout le monde. Et je m'en réjouis pas. Et je ne suis pas pour diviser les gens. Mais je veux aussi qu'on comprenne qu'en tant qu'homme blanc, oui, je me sens exclu, mais de plein de choses. Et cet exemple que je t'ai donné de Disney, c'en est un parmi tant d'autres. Dans la musique, partout. Mais je comprends leur douleur, mais comprenez la nôtre, parce que le racisme, c'est pas que dans un sens. Je suis fatiguée qu'on dise le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est ce que toi, tu ressens. Mais moi, en vivant en 2025 en France, dans un pays que j'aime et que j'adore, alors qu'on m'a dit toute ma vie, quitte la France, parce qu'avec ton look, avec ta voix, tu aurais pu faire carrière dans n'importe quel pays. Eh ben, je suis restée en France et j'ai fait carrière ici, j'ai fait mon petit bout de chemin ici et je ne regrette rien, comme Edith Piaf. Mais oui, on exclut les Blancs de tout. Moi, si j'avais été noir, ton discours me ferait mal, Bruno. Mais non, parce que moi j'aime les Noirs, j'ai aucun problème. Toutes mes références vocales sont black. Et je chante de la musique black, du gospel, de la soul depuis que je suis gamin. Je suis fan de Whitney Houston, de Mariah Carey, toutes mes références vocales. Et par rapport à ce que tu dis dans l'industrie de la musique que je connais moins, tu dis il y a de plus en plus de rappeurs, les rappeurs, ouais, écoute la radio. Ils sont pas blancs, mais en vrai je m'en fous parce que ceux qui excellent dans ce domaine-là, dans le rap ou dans le R&B, bah, c'est la communauté noire. On est d'accord. Donc nous les blancs, on est les derniers des derniers, on est nuls. Non, mais pas les derniers des derniers. C'est d'où le grand remplacement. Mais il n'y a pas de question de grand remplacement. Mais non, mais c'est une question de mode. Aujourd'hui, le R&B, peut-être que... Non, R&B, c'était années 90. Ouais. Le rap, il a le vent en poupe aujourd'hui. Demain, dans 10 ans, ce sera peut-être la variété française qui reviendra. Je pense que c'est juste une question de cycle, une question de mode, et qu'il y a de la place pour tous les styles. Mais je suis d'accord. Pour tous les styles musicaux. Je suis d'accord. Je me sens pas remplacé, Bruno, Parce moi. que tu n'es peut-être pas dans mon industrie non plus. Et pourtant, je fais partie d'une minorité. Comme toi, t'es bi. Moi, je suis homo. Depuis petit, je le savais. Et on me l'a fait me sentir que je n'étais pas normal aux yeux du monde hétérocentré. Et tous les jours, et ça c'est Mathieu Séchin qui le dit, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, tous les jours, on nous le rappelle. Cette homophobie, elle est latente, elle est là. Tous les jours, on nous rappelle qu'on n'est pas hétéro, on n'est pas comme la majorité des personnes qui constituent cette société. Tous les jours, il y a un petit quelque chose qui vient se mettre dans notre oreille ou devant notre regard. Par rapport à ça, tous les jours, il faut se justifier. On a dû apprendre, j'ai dû apprendre à plus m'excuser d'être celui que j'étais. Tu vois ? Et ça, je pense que ça, on le ressent quand on fait partie d'une minorité. Mais nous, on fait partie d'une minorité. C'est ce qui fait que ma parole a une valeur. C'est parce qu'en fait, je fais partie d'une minorité. Et je pense que c'est pour ça que, à l'heure actuelle, tu les as intéressés. Oui, mais alors je vais te dire sincèrement, je te le dis sincèrement, ils n'ont pas profité de moi. Ils ont été respectueux, ils m'ont montré les questions juste avant, etc. C'était vraiment... respectueux, respectable, j'ai vu le documentaire. Et en fait, moi, j'ai eu l'impression, pour l'une des premières fois de ma vie, de servir à quelque chose. De me dire, de tous les milliers de messages que j'ai reçus sur Instagram, d'amour, de soutien que j'ai republié, que j'ai mis en une de mes stories, jette un petit coup d'œil. Oui. J'ai reçu des milliers de messages de la France entière pour me dire, voilà, bah, pour une fois, il va y avoir un LGBT qui n'est pas dans cette secte woke, dans ce parti politique d'extrême gauche, et qui va pouvoir nous représenter. Alors pardon pour mon image, pardon pour mon extravagance, pardon pour mon look, pardon que je ressemble à une drag queen ou une travelote, tout ce que vous voulez. Mais niveau valeur, je suis exactement comme eux. Je respire comme eux, mon cœur bat comme eux. Tu comprends ? Donc je vais pouvoir représenter une partie des LGBT qui aiment la droite, qui aiment la France, qui n'ont pas honte d'être blancs, qui ne crachent pas sur nos racines chrétiennes ni notre histoire, et qui ont mal au cœur quand ils voient que la Disney déforme ce souvenir qu'on avait de notre enfance. Oui, parce que vous estimez certainement qu'à partir du moment où il y a eu la petite sirène en 1989, elle doit rester comme ça jusqu'en 2154. Non, c'est que pour toi, être progressiste, c'est bien, et je l'entends. Et c'est ce que tu appelles une réadaptation. Pour moi, c'est ce que j'appelle du racisme anti-blanc. C'est la haine du blanc de nous remplacer dans des rôles qui étaient à nous. Pourquoi ne pas créer de nouveaux personnages, de nouvelles histoires ? Eh ben moi, j'aimerais que Disney crée une nouvelle histoire, par exemple, avec deux hommes qui tombent amoureux. Les anti-woke vont dire « Mais on n'a pas à montrer ça à nos enfants. » Mais à montrer quoi ? C'est-à-dire, c'est un drame que deux hommes s'embrassent. Ton gosse ne va pas devenir homo parce qu'il voit deux hommes s'embrasser. Ah, c'est discutable. Bah non. Ah bah, tu sais, moi, ma bisexualité, d'où elle vient ? Quand j'étais petit, je regardais le Club Dorothée, il y avait un dessin animé
qui s'appelait Ranma Andoni. Et c'était un mec qui se prenait un petit coup d'eau chaude ou d'eau froide. Et c'est à ce moment-là, donc un coup il devenait garçon, un coup il devenait fille avec de l'eau chaude, hein, une petite tasse où il tombait ou quoi. Ok, c'était un truc, il se transformait en fille. C'était un homme qui se transformait en fille et vice-versa. Et moi, ma bisexualité, j'en suis persuadé qu'elle vient de là. Parce que quand j'étais petit, en regardant ce dessin animé que je regarde encore aujourd'hui, qui est revenu sur Netflix, eh ben, je me suis dit, c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que ça fait que d'être un homme et d'aimer un homme? Qu'est-ce que ça fait que d'être une femme? Et tout est venu de là. Et figure-toi que je pense que les dessins animés de notre enfance ont un impact sur notre vie d'adulte. Crois-moi. Moi, en tout cas, dans mon chemin de vie, dans mon parcours personnel, je sais que je suis bi à cause de ce dessin animé. Eh ben dis donc, si on devait devenir bi, Ça m'a influencé. lesbienne, Oui. Raciste, homophobe, en Non, mais fonction ça de n'a ce rien à qu'on voir avec regardait le petit, racisme, on parle de ou ce sexualité. sur quoi on tombait, ou si on devait violer parce qu'on regarde un film de fiction où on voit une personne qui a abusé d'une autre, le monde irait très mal, Je te Bruno. dis pas ça, je te dis que les films et les dessins animés de notre enfance ont un impact direct sur ta vision du monde quand tu es plus grand. On ne devient pas homo parce qu'on voit une image, on ne devient pas Mais qui te lesbienne. parle d'homosexualité? On ne devient pas lesbienne parce qu'on voit une image. Quand on est un garçon et qu'on se sent dans son genre attribué à la naissance de garçon, on n'a pas envie de devenir une fille parce qu'on le voit dans un dessin animé. Si, parce que si tu es attiré par le dessin animé, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que finalement tu aimes les hommes ou les femmes, ou que tu es bi, pas ou du tu es tout hétéro. d'accord. Moi, quand j'étais petit, regarde, la première fois que j'ai su que j'étais bisexuel, j'étais fan de la petite sirène et je suis tombé amoureux du prince Eric. Et ben pourtant, ils Et t'ont je pas me montré suis dit- le prince Eric avec un autre homme. Et je me suis dit, non, mais voilà, mais c'est pour te dire, voilà. Et donc l'image a une importance. Mais donc, t'étais attiré par les hommes bien avant le club Dorothée. Mais non, j'étais aussi amoureux de la petite sirène. Mais tu vois ce que je Mais veux non, dire? mais tu viens de le dire toi-même. Non, mais la petite sirène, pour moi, c'est venu fou. Enfin, tu vois, j'étais un fan de Disney, mais je sais pas si c'est venu avant ou après, mais c'est le principe. Moi, ma bisexualité, je te parle de bisexualité. Moi, ma bisexualité, ce qui a fait que je me suis dit, j'aime les garçons et j'aime les filles, c'est ce dessin animé où d'un coup, elle devient un mec et il aime les filles et vice versa. Ouais, mais- Donc moi, ça m'a porté à confusion dans ma tête. Et je suis persuadé que si tu, par exemple, alors je sais que tu vas pas être d'accord et j'espère ne pas t'offenser parce que c'est pas le but de cette interview. Mais tu vois les drag queens qui viennent raconter des contes aux enfants aux écoles. Encore une fois, je n'ai rien contre les drag queens, je ne crache pas sur leur travail, etc. Je sais que c'est beaucoup de travail, je sais qu'elles ont du talent, je sais que c'est pas facile de faire du playback, mais je sais qu'au-delà de ça, voilà, elles se maquillent et qu'il y a un travail et qu'elles dansent, etc. Bref, pour moi, une drag queen qui va raconter un conte à des enfants dans l'école publique, ça va avoir un impact sur leur future sexualité, j'en suis persuadée. Alors, ça n'engage que moi, c'est pas scientifique et peut-être que je me trompe, mais moi j'en suis sûre que quand ils vont être grands, ils vont se rappeler de la drag queen qui est venue à l'école, leur raconter des histoires de je sais pas quoi, et je pense que dans l'inconscient du gamin ou de la gamine, ça va jouer. Ok. Et pour le coup, les parents ont une part de responsabilité parce que c'est eux qui autorisent ça. Alors, j'ai une question à te poser. À l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de faire du théâtre et que les hommes se grimaient en femmes, Oui. parce que les femmes n'avaient pas le droit de faire du théâtre, penses-tu que les enfants qui regardaient ces pièces de théâtre à l'époque avaient envie de devenir des femmes parce qu'ils voyaient un homme déguisé en femme? Certainement. Je pense. Eh ben, je pense Je pas. pense qu'un homme habillé Eh ben, en je pense femme pas. et que ça Et se trouve, il s'est dit ah bah tiens. Et je pense que ça gêne pas. Ça gêne pas parce que ça ne remet pas en cause l'orientation de la personne qui est derrière la perruque et le maquillage. Je pense qu'en fait, c'est profondément homophobe. Oh non, de penser rien ça. à voir, rien à Mais voir. je le pense, Bruno. Oui, mais alors je respecte ton opinion et je peux comprendre qu'on pense comme toi, mais en tout cas, pas venu de moi. Moi, il n'y a pas d'homophobie chez moi. Et je peux Mais, comprendre que ça fasse mal à une partie de la communauté LGBTQIA+. Oui. Qu'on ait envie de faire partie d'une communauté ou pas, on n'a rien demandé, mais on fait partie d'une minorité. Oui. Voilà. Et je crache pas dans la soupe. Voilà. Mais je peux comprendre que ça leur fasse mal, Je comprends. certains, de te voir Je comprends. avoir des propos comme ça. Mais je peux comprendre aussi que ça en rassure d'autres qui ne se sentent pas non plus représentés. Exactement, c'est juste ça. Moi, je l'ai dit, je le dis, je le répète. Premièrement, je ne me suis jamais considérée comme une icône gay. Deuxièmement, je vais te dire, ça fait 20 ans que je chante, que je remplis des petites salles, certes, mais des salles quand même. Et je vais te dire, il y a peut-être 10% de la communauté qui vient me soutenir et qui prend une place de concert pour aller voir Bruno Monroe. Voilà, donc c'est pas je me suis jamais soutenue. Senti soutenu par cette communauté, ni aimé par cette communauté, ni respecté par cette communauté. Et tu verras qu'après cette interview, tous ceux qui viendront m'insulter sont de cette communauté.
Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse ressentir ou aimer ou avoir une opinion différente de la leur. Ils vont se dire, il crache dans la soupe, il est homophobe. Ça n'a rien à voir. Bruno, je vous aime, je vous respecte, désolé de vous décevoir, mais je ne pense pas comme vous. Et tu as le droit. Mais Bruno, est-ce que tu as déjà vécu un affront d'une personne LGBT? Est-ce que tu as déjà pris une critique qui t'a véritablement blessé? Est-ce que tu as souffert d'une situation dont tu n'as pas parlé pour en arriver à ressentir ça? Non. J'ai juste le droit d'être différent, de sentir différent, d'aimer différemment, de parler différemment. Pour moi, ce sentiment d'appartenance, ce truc où si tu es gay ou bisexuel, tu dois penser comme eux, ça m'épuise. Ça m'épuise. Je représente des millions de gays en France qui pensent comme moi. Et c'est pas pour autant qu'on crache sur la cause, ou qu'on n'aime pas les LGBT, ou qu'on n'aime pas les Bilal Hassani, ou les drag queens, ou j'en sais rien. C'est juste qu'on pense différemment. Mais tu comprends? Je te donne un exemple personnel qui est peut-être ressenti par d'autres gays. Moi, je pense que c'est pour ça que je tiens pas la main de mon mec dans la rue. Je n'arrive pas à tenir la main de mon copain. Je suis en couple depuis 10 ans, plus de 10 ans. Je n'arrive pas à avoir un geste de tendresse dans la rue avec lui. Alors, oser lui faire un petit bisou dans le cou, dans la rue, ou même sur la bouche, n'en parlons même pas, j'oserais jamais. Pourquoi j'oserais jamais, d'après toi? Tu veux que je te dise sincèrement pourquoi? Vraiment. Parce que je pense qu'on t'a fait croire que... Voilà, tout simplement. Parce que tu suis certainement une idéologie que tu ne devrais pas suivre. Non, je suis aucune idéologie. C'est parce que le monde qui m'entoure me fait ressentir qu'il y a un regard plus insistant que si c'était des hétéros. Ah oui, ça c'est certain, ça je te l'accorde. Voilà. Mais est-ce que c'est normal ça? Non, mais... Pourquoi je pourrais pas embrasser mon copain et lui tenir la main dans la rue comme un couple hétéro? Pourquoi, Bruno? Mais moi, je comprends tes mots, MAUX. Je comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu ressens. Moi, par exemple, je le fais pas, mais pour d'autres raisons, par pudeur. Parce que je trouve que ma sexualité, qui n'existe pas d'ailleurs, mais je l'exerce chez moi quand je suis en couple une fois tous les 1000 ans. Et voilà, je ne suis pas un mec qui fait des plans, qui va à gauche, à droite ou qui est sur Grindr. Mais bon, rien à voir. Mais moi, je pense que tu peux faire ce que tu veux. Après, c'est comment toi, tu le ressens. Moi, je sais que le peu de fois que j'étais en couple dans ma vie, moi, je suis très pudique et je n'aime pas imposer des choses aux gens. Par exemple, moi, je ne vais pas tenir la main. Si je sors avec un garçon, je ne vais pas lui tenir la main. Parce que pour moi, je peux blesser des minorités et des gens qui sont autour de moi. Non, une majorité. Tu peux blesser une majorité, les hétéros. C'est discutable en fonction des religions, etc. Je n'ai pas envie d'imposer ma sexualité aux gens. Mais les hétéros imposent leur sexualité aux gens. Je suis d'accord, mais je veux juste que tu comprennes, et ça a un sens avec ce que je te disais tout à l'heure. Comme je n'aime pas qu'on m'impose des codes vestimentaires, moi, je ne vais pas imposer ma sexualité ou mon amour pour un homme dans la rue. Mais on s'excuse. En fait, on s'excuse, tu parles de pudeur. Je m'interdis certaines choses. Ouais, on s'interdit parce qu'on ne veut pas les offenser. Oui, voilà. Les offenser de quoi? On est offensant? Je suis offensant? Mon amour est offensant? L'amour que je partage depuis 10 ans est offensant? Alors qu'un couple hétéro que je vois qui va avoir un petit geste de tendresse, je te parle pas d'une grosse galoche, voilà, ne va pas offenser les autres. Mais dans ce cas-là, le monde hétéro m'impose son dogme, m'impose sa vision linéaire. Ils sont en majorité, tu le sais. Et alors? Mais je comprends ce que tu dis. Moi, pour le coup, je te comprends. Mais que veux-tu? Et tu kiffes Trump, j'ai vu. Oui. T'as dit que tu le voyais comme le Messie. Alors, je le vois comme... Alors, moi, bon, inutile de dire à quel point je suis quelqu'un de spirituel et de chrétien, etc. Je le vois comme un envoyé de Dieu. J'ai une image très particulière de Trump. Déjà, c'est un homme de paix. À chaque fois qu'il a été président, bizarrement, au bout d'un mois, 2 mois, il n'y a plus de guerre dans le monde. Donc, c'est un homme de paix qui, pour moi, mérite d'avoir un prix Nobel de la paix un jour. J'espère qu'il l'aura. C'est un homme qui, pour moi, a fait plus en un jour qu'Emmanuel Macron, avec tout le respect que je lui dois en 8 ans. C'est un homme qui promet pas grand-chose et qui fait énormément de choses. Évidemment, je ne valide pas tout. Je n'aime pas l'exclusion, je n'aime pas certaines choses par rapport aux trans, etc. C'est des sujets que j'évite d'aborder parce que c'est pas, voilà, je suis pas trans, donc c'est pas à moi d'aborder ces sujets-là. Je ne valide pas tout, mais pour moi, c'est un homme extraordinaire. C'est un père de famille extraordinaire, c'est un grand-père extraordinaire. Sa femme, pour moi, c'est la plus belle femme
la plus belle première dame des États-Unis qui existait. Alors avant, j'adorais Jackie Kennedy. Pour moi, là, elle s'est fait détrôner par Melania Trump. Je la trouve belle, chic, élégante, indémodable. J'aime ses enfants, j'aime sa famille, j'aime ce mec qui s'est écroulé, qui s'est relevé 1000 fois. Ce mec qui avait tout réussi, qui n'avait pas besoin d'être président finalement pour réussir sa vie. D'ailleurs, il ne prend même pas son salaire de président parce que de toute façon, il n'en a pas besoin. Bref, pour faire très court, c'est un homme qui m'inspire la réussite et qui met toujours son pays en avant. Et c'est ce qui manque en France. Il nous manque un manque de pouvoir. Il nous manque ce rêve à l'américaine, tu vois, ce rêve américain. J'aimerais qu'un jour, il y ait un ou une femme politique en France qui inspire ce vent de renouveau. Tu vois, depuis qu'il est président, je trouve que le monde entier... Alors oui, il y a la partie LGBT, etc., se sent très persécutée. Et certains migrants, etc., évidemment, et je m'en réjouis pas. Oui, les Mexicains, notamment. Exactement, je m'en réjouis pas. Mais d'un autre côté, il y a un vent de liberté, de retour à la norme, de patriotisme, d'amour de l'Amérique. Et tout ça, moi, ça m'inspire. Ouais, c'est marrant, tu utilises le mot retour à la norme. Oui. Ouais, tu vois une norme, toi, dans le monde. Oui. Un équilibre, une norme, à la norme importante. À l'ancienne, conservatrice. Tu sais, par exemple, Walt Disney était un ultra conservateur. Tous les grands classiques qui ont fait la richesse de Disney aujourd'hui, c'était basé sur des valeurs conservatrices. L'amour, par exemple, que Blanche-Neige peut ressentir pour son prince. Un jour, mon prince viendra. Au jour d'aujourd'hui, tous les films et tout ce que tu vois à la télévision, c'est anti ça. On détruit tout. Alors, la femme est forte et elle n'a pas besoin d'un homme. Ils sont mignons, Bruno, moi, ces petits Disney. d'amour. Moi aussi, je les avais en cassette VHS mais à oui. l'époque. Mais c'est quand même des sacrées meufs soumises. Oh non. Oh bah si, quand même. Elles sont vouées à l'amour de leur homme. Eh ben, et elles n'existent qu'au travers de l'amour de leur homme. C'est ça qu'on veut apprendre aux femmes. C'est comme ça que le monde patriarcal veut que les femmes soient quoi, on va leur apprendre à faire des suceuses qui attendent leur mari à la maison et qui leur fassent gentiment à manger. Mais même, c'est pas ça une femme. Ah ben non, vous êtes faire la pute à Dubaï. Ah non, mais ça, c'est... C'est ça, c'est cette nouvelle génération. Non. Moi, je préfère une Blanche-Neige qui aime son mari et qui est fidèle Non. que toutes ces influenceuses qui font la pute à Dubaï. Mais non, mais là, tu vas dans un extrême. Non. Une femme, c'est une femme qui a la liberté d'être qui elle veut. Prostituée. Non, mais Bruno, d'être ce qu'elle veut, de travailler si elle a envie de travailler. Pourquoi t'associes femme, prostituée, Dubaï? Pourquoi? Alors, très simple, je te compare une valeur conservatrice, donc une Blanche-Neige des années je ne sais combien, et les femmes actuelles, donc influenceuses, Dubaï, prostitution, argent facile. Alors, mais toutes les influenceuses ne se ressemblent pas, et toutes les influenceuses ne représentent pas les femmes. Mon amour, j'ai pas dit toutes, je te fais une comparaison d'époque. Voilà pour moi ce qui est conservateur, et voilà pour moi ce qui est progressiste. Une femme autonome, mais à quel prix? Son honneur. Ah mais quel honneur! Moi, je vois pas la vie comme ça. Pour moi, il n'y a pas de honte à être une petite sirène qui vend son âme au diable, parce que dans la vraie histoire, c'est ça, elle vend son âme, elle fait un pacte avec le diable quelque part, pour faire très court, puis à la fin, quand elle voit que son prince épouse une autre, elle se suicide. Moi, tu vois, ça, c'est l'amour. Il n'y a pas de honte à aimer un homme, à être une femme et aimer un homme, et à lui dédier sa vie. Oui, à ôter sa vie pour ça, non, mais ça, c'est autre pas chose. le meilleur. C'est un autre... Le suicide, c'est un autre thème, mais je te parle d'amour, tu vois. Moi, quand je vois cette Blanche-Neige qui est réveillée par un baiser de prince charmant, je pense qu'on en a tous rêvé. Moi, j'aimerais bien être réveillée par le baiser de qui que ce soit, de quelqu'un qui m'aime et qui me respecte, et de partir vivre dans un château. Pourquoi? Alors, je comprends ta vision, mais pourquoi ça serait honteux d'être une Blanche-Neige, comme à l'époque? Parce que moi, ma mère, c'est une Blanche-Neige. Hein. C'est une femme qui a aimé son mari toute sa vie, qui a été fidèle toute sa vie, qui lui a fait des bons petits plats toute sa vie, qui a élevé ses enfants à des prix inimaginables toute sa vie. C'est une femme conservatrice. Et ta maman peut-être, et la maman de... Voilà, et il n'y a pas de honte. En fait, pourquoi à chaque fois dénaturer le passé? Et pourquoi cracher sur l'avenir? Mais moi, je ne crache pas. Je dis juste que respecter le fait que Blanche-Neige a le droit d'aimer son prince. Et respecter le fait qu'une femme veuille travailler et avoir des enfants et aimer son prince en même temps et dire merci à son prince. Je suis d'accord. Parfois. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, tu fais pas un remake. C'est pas progressiste quand même, putain. C'est ce que je suis en train de dire. C'est juste la vie. Je pense que tu es très moderne, que tu es très... Mais c'est pas une insulte d'être progressiste, hein. Surtout, le prends pas mal. Hein. C'est juste une vision différente de la mienne. Moi, tu vois, j'ai découvert ce mot de conservateur il y a peu de temps, parce que en fait, je me suis rendu compte que mes idées étaient conservatrices, mais je n'utilisais pas ce mot avant. Mais en fait, oui.
J'ai une vision du monde plus classique. C'est quoi tes projets, Bruno? J'ai cru comprendre qu'il y avait une comédie musicale. Oui, alors figure-toi que toute ma vie que j'ai dit que j'étais pas un chanteur de comédie musicale et bizarrement c'est ce qui m'est tombé dessus. T'avais été recalé de Starmania. Alors c'est une longue histoire, c'est pas que j'ai été recalé. Alors tu veux que je t'explique cette histoire et peut-être que tu feras un parallèle avec les Jeux Olympiques. Donc tu sais que le metteur en scène de Starmania, c'est Thomas Joly. Thomas Joly qui est le metteur en scène pour le coup des Jeux Olympiques. Alors on va faire le rapport. Alors, j'ai été contacté par les producteurs de Starmania. J'étais chez moi tranquillement, je reçois un coup de fil et ils me disent écoute, Bruno, on veut faire quelque chose de jamais vu. Tu sais, dans Starmania, il y a un rôle qui est le travesti, donc c'est Sadia. Donc, c'est vocalement parlant, pour le coup, il y a vraiment des notes à la Maria Carey. Et ils me disent ce rôle a toujours été interprété par une femme et pour une fois, on veut que ça soit un homme qui interprète le rôle de Sadia, donc un des rôles principaux de Starmania, et on veut que ça soit toi. Viens passer l'audition devant Luc Plamondon. Et là, je me dis, what the fuck? Alors, je ne connaissais pas du tout Sadia, je ne me suis jamais travestie, je ne suis pas drag queen, et je me suis dit, oulala, là, il y a beaucoup de trucs. Donc, en 3 jours, j'ai appris toutes les chansons. Donc, Nateziland, Quand on arrive en ville, etc. Travesti. Exactement, Travesti. Et là, je me dis, oh là là, tu vas chanter devant Luc Plamondon. Pour moi, c'est le plus grand auteur-compositeur de tous les temps. Starmania, c'est lui. SOS d'Intérieur en détresse, c'est lui. Notre-Dame de Paris, c'est lui. C'est le plus grand des plus grands. Je passe mon audition. J'y vais démaquillée, je ressemble à rien. Et en fait, toute la journée, la production m'a dit... Les chanteurs ont défilé, puis Luc Plamondon, il sort pas de son siège, il fait un peu la gueule, je pense qu'il aime pas trop ce qu'on lui propose. Et là, je dis, voilà, je vais me faire tuer. Donc, je débarque sur scène, je ressemble à rien. Je sors 3 notes, et Luc Plamondon se lève. Et habituellement, tu fais, aller 2-3 notes de chanson, puis il passe au prochain, tu vois, c'est un casting, quoi. Et là, il me demande de chanter les 3 chansons en intégralité. Je chante les 3 chansons en intégralité. Et là, tous les producteurs, Thomas Joly, le metteur en scène, Luc Plamondon se lèvent et applaudissent. Je sors de scène, pour faire très très court. Et là, Luc Plamondon vient me voir, il me prend les mains, il me regarde, il me dit « Je voulais voir à quoi tu ressembles ». Et moi, tout timide, je me dis « Pourquoi il me dit ça? Je ressemble à rien, je ne suis pas maquillée ». Et là, il me dit « Parce que tu vois ce rôle de Starmania, je l'ai créé, je l'ai inventé, ce personnage de Sadia, du travesti, pour qu'un jour, il soit interprété par un homme. Et cet homme, c'est toi. » Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois, j'ai chopé le rôle principal. Donc toute la production m'a validé, Thomas Joly m'a validé. Et puis au bout de quelques mois, donc on me demande ce que je veux manger pendant la tournée des Zéniths, etc. Et puis au bout d'un moment, je reçois un coup de fil, on me dit « Écoute Bruno, voilà, il y a une des productrices qui voulait absolument placer une de ces artistes canadiennes, parce que, tu sais, par rapport à la maison de disques, dans Starmania, il se trouve que pour le coup, on s'est battu, mais c'est elle qui va interpréter le rôle de Sadia, parce qu'on a l'intime conviction que le monde, que la France n'a pas la capacité de voir un homme jouer le rôle d'un travesti sur scène. Retiens ce que je suis en train de te dire. OK? Thomas Joly. D'accord? Retiens ce que je viens de te dire. Donc moi, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je suis resté 3 mois au lit parce que pour moi, je suis passé à côté du rôle de ma vie. Et ce n'était pas pour des questions de notoriété ou de look ou de voix. C'était pour des questions que je ne gérais pas. Placement de produit d'un artiste. Ainsi soit-il. Donc ils m'appellent, ils me disent « Mais on te veut absolument en doublure du rôle principal. » Et là, j'ai dit à Thomas Joly quelque chose et à la production, j'ai dit « Écoutez, moi, je suis personne. Mais par contre, je ne suis pas venu au monde pour être la doublure de quelqu'un. » Et je suis parti. Quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, je vois la cérémonie des Jeux Olympiques. Je vois que c'est Thomas Joly qui met tout le bordel en scène. Et là, je vois 13 drag queens qui sont là pour, encore une fois, le dernier repas du Christ, etc. Bon, pour moi, c'était blasphématoire. Je me suis senti... Voilà. Mais pour moi, c'était blasphématoire. Des millions de catholiques se sont sentis insultés. Partout sur les réseaux sociaux, ça s'est vu. Le Vatican en a parlé. Bon, bref, changement d'histoire. Juste pour te dire, là, je me suis dit, quel est le génie de cet homme, de Thomas Joly, de me dire, en gros, les yeux dans les yeux, on ne te prend pas parce que les gens ne sont pas prêts à voir un homme travesti sur scène, et quelques mois plus tard, d'en mettre 13 à table pour le repas du Christ. Je veux que tu comprennes, il y a un lien dans tout ça. Moi, j'ai passé 3 mois au lit, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu pourquoi
pourquoi ils m'ont appelé, pourquoi ils m'ont auditionné, pourquoi ils m'ont promis le rôle principal, qui pour moi changerait tout. Parce que quand tu chantes pour Starmania en tant que chanteur, ça change toute ta vie. Tu comprends? Ça change tout. Ok? Le côté grande gueule et tout ce que je suis aussi, qui fait partie de moi, aurait été effacé comme ça. Parce qu'enfin, on se serait concentré sur mon talent, sur ma voix. Donc cet homme que je respecte a brisé ma vie, parce que c'était le rôle de ma vie, parce que j'étais né pour incarner Sadia, parce que même toi, tout à l'heure, en rigolant, tu m'as dit que je ressemblais à un travesti. Et qu'à chaque fois qu'on me dit ça, je repense à ce rôle. Non, je t'ai pas dit ça. Mais je t'ai pas dit une ça, drag Bruno. queen ou un Non, travesti. c'était sur Aja. Je t'ai dit pourquoi tu critiques tout le milieu LGBT, etc. Voilà. Alors que toi-même, tu ressembles alors que toi, à tu une drag ressembles. queen. Voilà. Et ben, tu vois, moi, à chaque fois qu'on me dit que je ressemble à un travesti ou une drag queen, je rigole intérieurement, mais je pleure. Pas pour mon apparence, mais parce que ça me rappelle ce rôle. Et que finalement, je me dis que je suis peut-être le travesti de ma propre vie, je suis peut-être le drag queen de ma propre vie. Et tu vois, ce rôle donnait un sens à mon apparence. Tu vois. On est tous drag queen, on est tous travestis parce qu'on porte tous quelque part un masque, que ce soit de maquillage au sens propre ou de maquillage au sens figuré. On est tous une image, on est tous plusieurs personnes à la fois, ouais. Dans nos vies, au travail, en famille, entre amis, avec son copain, dans l'intimité. On est plusieurs facettes. Mais je comprends mieux aujourd'hui pourquoi ça t'a vexé. Tu comprends. Quand je t'ai dit ça, c'est-à-dire que ça t'a ramené à un sentiment d'échec que tu as pu avoir par rapport à un rêve ultime à un moment donné dans ta carrière. Un rêve qui n'était pas le mien, un rêve qu'on m'a mis en tête. C'est-à-dire que toute ma vie, on m'a dit, mais pourquoi tu te maquilles? T'es beau sans maquillage. Pourquoi tu es extravagant? Déjà parce que je ne m'aime pas. Et ça, il faut le savoir. Parce que quand on est comme ça, c'est pas pour se la péter ou c'est pas pour briller, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Donc je fais un travail sur moi, j'apprends à m'aimer, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, c'est parce que je ne m'aime pas. Et de deux, c'est parce que je me suis créé un personnage qui me protège. Il y a Bruno, qui est un mec qui se maquille jamais, qui est complètement ordinaire et invisible. Et il y a Monroe, qui est extravagant, qui est grande gueule, qui dit ce qu'il pense et qui, je l'espère, à travers sa folie et ses mots qui peuvent être choquants et mea culpa, sert à quelque chose. Et pour le coup, ce Bruno Monroe, il va être dans une comédie musicale qui s'appelle Iconissime. Iconissime. Alors du coup, il y a d'autres. J'ai été contacté par plein d'autres comédies musicales. Donc là, il y a une comédie musicale qui est produite par TF1 qui s'appelle Iconissime et qui rend hommage aux plus grandes divas qui ont existé sur Terre. Donc Sophia Loren, Maria Callas, Marilyn Monroe. Et il se trouve que j'ai chopé le rôle principal. Donc là, je viens de tourner les 2 premiers clips et c'est moi qui a les 2 singles principaux. Mais ça va être diffusé où alors où est-ce qu'on va pouvoir aller applaudir cette comédie musicale? Normalement, ça va. Alors, je vous donne des scoops parce que c'est vraiment une exclusivité. Normalement, ça commencera à la scène musicale. C'est ça? Ça s'appelle la scène musicale? Oui, voilà. Et normalement, c'était prévu pour début 2026. Mais on a déjà enregistré l'album, on a déjà enregistré tous les singles et 2 vidéoclips. Merci Bruno Monroe pour cette interview en toute intimité. Merci à toi. En tout cas, cette interview, je trouve, a prouvé une chose, quels que soient les commentaires, c'est qu'on peut être réunis dans la même pièce, face à face, avoir des idées différentes oui. Et parler calmement. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, on se fait pas la guerre. Mais non. Même si on n'est pas d'accord. Mais tu sais, je trouve qu'au contraire, le fait qu'on ne soit pas d'accord sur plusieurs sujets, ça fait que le débat est riche. Tu vois ce que je veux dire? Si on aimait tous le rose, ça serait un petit peu ennuyeux. Donc c'est bien d'aimer d'autres couleurs. J'espère que t'aimes bien quand même. J'adore le rose parce que j'en ai beaucoup dans ce plateau. Je tiens à te le dire, tu as un décor extraordinaire et je voulais te dire quelque chose en toute humilité. Moi, je suis très fier de toi et c'est pas faux cul. Hein, je pense que tu me connais, tu sais que j'ai pas ma langue dans la poche. Oh, oui. Mais je suis très fier de toi, je suis très fier de ton parcours et je suis très fier de tout ce que tu as accompli dans ta vie. Je trouve que tu es quelqu'un de profondément bon. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel et je me trompe rarement sur les personnes. Et figure-toi qu'en général, on n'est pas forcément très sympa entre nous dans la communauté. Et tu vois, à chaque fois que j'ai eu besoin d'un petit peu de visibilité ou de faire une interview, tu m'as toujours dit oui. Et je voudrais tout simplement te dire merci. D'autant plus que là, je sors quand même de valeurs actuelles. Voilà, on a eu 1 300 000 vues sur X sur cette vidéo. Donc, c'est pas une polémique évidente. Donc, merci à toi d'avoir eu l'intelligence et la capacité de voir au-delà du scandale et au-delà du buzz. Bruno Monroe, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Bruno-Monroe-officiel. Oui. Ta chaîne YouTube, c'est Bruno Monroe officiel.
Oui. Il y a d'autres réseaux? Non, je suis que sur Instagram et surtout, vous m'envoyez des messages privés. Je coupe les commentaires depuis 2013 parce que je pars du principe que chez toi, il n'y a que les personnes que tu invites qui viennent. Donc chez moi, on me manque pas de respect, donc je coupe les commentaires. Par contre, je prends 1 heure par jour depuis la nouvelle star, depuis la création des réseaux sociaux, pour répondre aux gens. Donc j'ai une relation beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle avec les personnes. Évidemment, je ne vais pas répondre aux insultes, mais tout le reste, je prends mon temps, je réponds, et voilà. Merci Bruno Monrot pour cette interview et merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.